Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le système juridique suisse. Ah oui? Un sujet qui peut paraître un peu intimidant au premier abord, mais rassurez-vous, On va décortiquer tout ça ensemble. exactement. Et vous allez voir, c'est passionnant. On a rassemblé des extraits d'introduction au droit pour une vue d'ensemble, ainsi que des textes plus spécifiques, notamment sur la Constitution et le droit des contrats. D'accord. L'idée, c'est de vous donner les clés pour comprendre ce système, ses principes de base, Oui. et comment il se manifeste concrètement dans la vie de tous les jours. C'est ça. Un peu comme une boussole pour naviguer dans le paysage juridique suisse. Exactement. Rendre tout cela clair et accessible, même si vous n'avez jamais ouvert un livre de droit de votre vie. Alors, pour commencer, une question toute simple. C'est quoi le roi? Maëlle Wollmend, dans son introduction, nous aide à y voir plus clair. Oui. Elle fait une distinction importante entre le droit objectif. C'est-à-dire l'ensemble des règles qui existent et l'application de ces règles dans des cas concrets. Oui, c'est une distinction fondamentale. Imaginez le droit objectif comme un immense jeu de construction, avec des briques qui représentent les différentes règles. D'accord. Ces briques, ce sont les lois, les règlements, les jurisprudences. Oui. Et puis, il y a l'application de ces règles à des situations particulières, comme assembler les briques pour construire une maison. Donc si je comprends bien, on ne peut pas juste apprendre les règles par cœur. Non, Il faut aussi savoir les utiliser dans la pratique. tout à fait. C'est là que ça devient intéressant, car chaque cas est unique. Et le droit suisse, c'est un véritable puzzle, avec différentes pièces qui s'emboîtent. Le droit public, qui régit les relations entre l'État et les citoyens. Le droit privé, qui concerne les relations entre particuliers. Oui. Par exemple, si vous commettez un vol, c'est le droit pénal, une branche du droit public qui entre en jeu. Mais si vous signez un contrat de location pour un appartement, Oui. c'est le droit privé qui s'applique. Et on peut même aller plus loin dans les distinctions. Non, il y a le droit national Oui, qui s'applique en Suisse c'est ça. et le droit international Oui, qui concerne les relations entre les États. absolument. Et puis on distingue le droit substantiel, Hmm. qui définit les droits et les obligations du droit procédural, D'accord. qui détermine comment faire valoir ses droits devant les tribunaux. Par exemple, le droit des contrats, Oui. c'est du droit substantiel. Hmm. Il vous dit quelles conditions doivent être remplies pour qu'un contrat soit valide. Mais si vous avez un litige avec quelqu'un à cause d'un contrat, Oui. c'est le droit procédural qui vous indiquera comment porter l'affaire devant le juge. Et justement, parlons des tribunaux. Oui. On a un système à plusieurs niveaux en Suisse, n'est-ce pas? Oui, c'est un système fédéral. Hmm. Ce qui signifie que le pouvoir judiciaire est partagé entre la Confédération et les cantons. On a donc des tribunaux cantonaux qui traitent la plupart des litiges et des tribunaux fédéraux qui interviennent pour les questions les plus importantes, D'accord. notamment les affaires constitutionnelles. Et tout en haut de la pyramide, on trouve le tribunal fédéral, qui est la plus haute instance judiciaire en Suisse. C'est un peu comme une équipe de football, avec les joueurs cantonaux en première ligne. Et le tribunal fédéral qui joue le rôle de capitaine. En quelque sorte, oui. Mais il y a aussi un arbitre international, si je ne m'abuse. Effectivement. La Suisse est également soumise au droit international, notamment à la Convention européenne des droits de l'homme. Oui. Cela signifie que les décisions des tribunaux suisses peuvent être contestées devant la Cour européenne des droits de l'homme, D'accord. qui veille au respect des droits fondamentaux dans tous les pays membres du Conseil de l'Europe. Donc le système judiciaire suisse, c'est un peu comme un millefeuille, Oui, avec différentes couches qui s'empilent. c'est ça. Mais il y a un ingrédient essentiel qui lie tout ensemble. La Constitution suisse. Ah, la Constitution. Oui. C'est le texte fondateur de notre système juridique. La pierre angulaire sur laquelle tout repose. C'est la loi suprême du pays. Et toute autre loi qui la contredit est considérée comme nulle et non avenue. Donc si je comprends bien, c'est un peu comme la recette du gâteau au chocolat parfait. Oui. La Constitution, ce sont les ingrédients de base. Et si on les oublie, le gâteau sera raté. C'est une excellente analogie. Et ce qui est fascinant avec la Constitution suisse, Oui. c'est qu'elle incarne le principe de fédéralisme, dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Le pouvoir est réparti entre la Confédération et les 26 cantons. Oui. Cela signifie que les cantons ont une grande autonomie pour légiférer dans certains domaines, D'accord. comme l'éducation, la santé ou la fiscalité. Attends, ça veut dire que les règles peuvent changer d'un canton à l'autre.
C'est un peu déroutant, non? C'est vrai que ça peut paraître complexe au premier abord. Oui. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse du système suisse. Chaque canton a ses propres traditions, sa propre culture. Oui. Et cela se reflète dans son droit. Mais attention, la Constitution fixe quand même un cadre général, avec des principes fondamentaux qui s'appliquent à tous les cantons, comme la liberté d'expression, la liberté de religion, ou le droit à un procès équitable. Donc la Constitution, c'est un peu comme le chef d'orchestre qui donne le tempo. Oui. Mais chaque musicien a sa propre partition. C'est une image très parlante. Et en parlant de partition, Oui. il faut savoir que la Constitution suisse repose sur 3 piliers essentiels. Le fédéralisme dont on vient de parler, la démocratie directe qui donne un grand pouvoir au peuple, Oui. et les droits fondamentaux qui protègent nos libertés individuelles. La démocratie directe, c'est ce qui permet aux citoyens de voter sur des lois, des initiatives populaires ou des référendums. C'est ça. Exactement. C'est un élément central de la vie politique suisse. Les citoyens ont la possibilité de s'exprimer directement sur des sujets qui les concernent. D'accord. Et cela influence directement le processus législatif. D'accord. Je commence à comprendre comment tout ça s'articule. Oui. Mais concrètement, comment une loi voit-elle le jour en Suisse? C'est quoi le chemin qu'elle doit parcourir avant d'entrer en vigueur? C'est une excellente question. Le processus législatif en Suisse peut paraître un peu labyrinthique au premier abord, mais il est en réalité assez logique. Voilà. On peut le résumer en plusieurs étapes clés. D'abord, il y a l'initiative, qui peut venir du gouvernement, du Parlement ou du peuple lui-même. Oui. Ensuite, le projet de loi est débattu au Parlement, qui est composé de 2 chambres, le Conseil national et le Conseil des États. Si le projet de loi est adopté par les 2 chambres, il est soumis au peuple pour un vote final, sauf si le projet ne nécessite pas de vote populaire. Oui. Et enfin, si le peuple approuve la loi, elle entre en vigueur. Donc en résumé, c'est un processus qui implique de multiples acteurs. Le gouvernement, le Parlement et surtout le peuple qui a le dernier mot. C'est ça. C'est assez impressionnant quand on y pense. Oui, c'est un système qui met l'accent sur la participation citoyenne et la recherche du consensus. Et cette approche se reflète également dans le domaine du droit des contrats, qui est un pilier fondamental du droit privé. Le droit des contrats. Oui. C'est un sujet qui nous concerne tous. Tout à fait. Car chaque jour, nous concluons des contrats, souvent sans même nous en rendre compte. C'est vrai. Que ce soit pour acheter un café, prendre des transports en commun ou signer un contrat de travail. Oui. Le droit des contrats est omniprésent dans notre vie quotidienne. Tout à fait. Et pour bien comprendre ce domaine, il faut commencer par définir ce qu'est un contrat. En droit suisse, un contrat est un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier ou éteindre des obligations. C'est un engagement juridique qui lie les parties et qui est susceptible d'être sanctionné par la loi si l'une des parties ne respecte pas ses engagements. Donc, si je promets à un ami de lui prêter mon vélo, on peut considérer qu'il y a un contrat entre nous. Oui, tout à fait. Même si ce n'est pas formalisé par écrit. Il y a bien un accord de volonté qui crée des obligations réciproques. Vous vous engagez à prêter votre vélo. Oui. Et votre ami s'engage à le rendre en bon état. C'est fou comme le droit s'immisce dans les moindres recoins de notre vie. Oui. Mais pour qu'un contrat soit valable, il faut respecter certaines conditions. Non. Absolument. Le droit suisse exige que 4 conditions soient réunies pour qu'un contrat soit valide. La capacité des parties, le consentement, l'objet et la forme. La capacité, c'est la possibilité pour une personne de s'engager juridiquement. Oui. C'est bien ça. C'est ça. Par exemple, un enfant en bas âge ne peut pas signer un contrat de location pour un appartement. C'est exact. Le consentement, quant à lui, doit être libre et éclairé. Cela signifie que les parties doivent s'engager en toute connaissance de cause, sans être victimes de violence, de dol ou d'erreur. L'objet du contrat doit être licite et possible. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne doit pas porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, et qu'il doit être réalisable. Donc, pas question de signer un contrat pour vendre la Tour Eiffel? Non. Ou pour commettre un acte illégal? Voilà. Et la forme, c'est la manière dont le contrat est conclu. Oui. Par écrit ou oralement? Exactement. La forme du contrat est généralement libre, sauf pour certains types de contrats qui exigent un écrit, comme les contrats de vente immobilière, par exemple. Et une fois que le contrat est conclu, oui. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'il y a des situations qui permettent d'annuler un contrat? Oui, il existe des situations qui peuvent entraîner la nullité du contrat. D'accord. On parle notamment des vices du consentement, comme l'erreur, le dol ou la violence.
Si l'une des parties a été trompée, contrainte, ou si elle s'est engagée sur la base d'une fausse représentation de la réalité, Oui. le contrat peut être annulé. Par exemple, si je signe un contrat de vente pour une voiture d'occasion Oui. et que le vendeur a caché un vice caché important, Oui. je peux demander l'annulation du contrat. Tout à fait. Dans ce cas, votre consentement n'a pas été donné en toute connaissance de cause et le contrat peut être annulé pour vice du consentement. C'est rassurant de savoir que le droit nous protège dans ces situations. Oui. Mais il faut être vigilant et bien s'informer avant de signer un contrat. Non, absolument. Il est important de lire attentivement les contrats avant de les signer et de ne pas hésiter à demander conseil à un professionnel si vous avez des doutes. Le droit des contrats est un domaine complexe. Oui. Et mieux vaut prévenir que guérir. Tout à fait. On a parlé des contrats en général, Oui. mais il existe une multitude de contrats différents, chacun avec ses propres règles et subtilités. Ah oui, c'est vrai. On ne signe pas le même contrat pour acheter une baguette de pain et pour construire une maison. Exactement. Mais parmi tous ces contrats, y en a-t-il qui reviennent plus souvent? Oui, oui. Des sortes de contrats classiques. Tout à fait. On peut identifier plusieurs grandes familles de contrats qui couvrent une grande partie des situations que l'on rencontre dans la vie courante. Par exemple, il y a les contrats de vente, les contrats de bail, les contrats de travail, les contrats de prêt. Chacune de ces familles a ses propres caractéristiques et ses propres règles. Prenons l'exemple du contrat de vente. Ça me semble assez basique, non? Oui. On échange un bien contre de l'argent et puis voilà. En apparence, oui. Mais le contrat de vente est en réalité plus complexe qu'il n'y paraît. Ah ben. Il faut déjà déterminer qui est le vendeur, qui est l'acheteur, quel est le bien vendu, quel est le prix, quelles sont les conditions de paiement, quelles sont les garanties offertes par le vendeur. Oui. Tous ces éléments doivent être clairement définis dans le contrat pour éviter tout malentendu. Et si on découvre un défaut après l'achat, par exemple, on a acheté une voiture d'occasion et le moteur tombe en panne quelques jours plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas, la loi prévoit des garanties pour l'acheteur. Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés du bien vendu. D'accord. Si l'acheteur découvre un défaut qui existait déjà au moment de la vente, mais qu'il ne pouvait pas détecter lors de l'achat, Oui. il peut demander au vendeur de réparer le bien, de baisser le prix, voire d'annuler la vente dans certains cas. Donc, en tant qu'acheteur, on n'est pas totalement démuni face à un vendeur malhonnête. Non, la loi prévoit des mécanismes de protection pour l'acheteur, notamment en matière de garantie contre les vices cachés. Mais il est important de bien connaître ses droits et de les faire valoir en temps voulu. Il y a des délais à respecter pour agir en justice. D'accord. Sinon, on risque de perdre ses droits. Je comprends mieux. Et pour les contrats de bail, Oui. qu'est-ce qui est important de savoir? J'imagine que c'est un contrat assez courant, surtout dans un pays où la majorité des gens sont locataires. Effectivement, le contrat de bail est très répandu en Suisse. Il s'agit d'un contrat par lequel le propriétaire d'un logement, appelé le bailleur, met son logement à disposition d'un locataire, moyennant le paiement d'un loyer. Le contrat de bail doit respecter un certain formalisme et doit contenir un certain nombre d'informations obligatoires, comme la durée du bail, le montant du loyer, les charges locatives, les conditions de résiliation. Et si on a un problème avec notre logement, par exemple une fuite d'eau ou une panne de chauffage, Oui. est-ce qu'on peut obliger le propriétaire à faire les réparations? Oui, bien sûr. Le bailleur est tenu d'entretenir le logement et de le maintenir en bon état de location. Si le locataire constate un défaut dans le logement, il doit en informer le bailleur par écrit et lui demander de faire les réparations nécessaires. Si le bailleur refuse ou tarde à agir, le locataire peut saisir la conciliation, puis en cas d'échec, le juge de paix. Donc on a deux recours si le propriétaire ne respecte pas ses obligations. Oui. Et en ce qui concerne le contrat de travail, y a-t-il des choses importantes à savoir avant de signer? Le contrat de travail est un contrat très important, car il définit les conditions dans lesquelles vous allez exercer votre activité professionnelle. Il est important de bien le lire avant de le signer et de s'assurer qu'il contient toutes les informations essentielles, comme la description du poste, la durée du travail, le salaire, les congés payés, les conditions de licenciement. Et si l'employeur ne respecte pas le contrat, par exemple, s'il ne paie pas le salaire à temps ou s'il nous oblige à travailler plus d'heures que prévu, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas, le salarié peut faire valoir ses droits. Il peut s'adresser à son syndicat, à un avocat spécialisé en droit du travail,
ou saisir la commission paritaire de l'emploi. Il est important de réagir rapidement et de ne pas laisser la situation se dégrader. On a parlé des contrats de vente, Oui? des contrats de bail, des contrats de travail. Hmm, Y a-t-il d'autres types de contrats courants qu'on devrait connaître? bien sûr. Il existe une multitude d'autres contrats, D'accord. comme les contrats de prêt, les contrats d'assurance, les contrats de transport, les contrats de mandat. Chaque contrat a ses propres caractéristiques et ses propres règles. Mhm. Mais il y a des principes généraux qui s'appliquent à tous les contrats, comme la bonne foi, la loyauté et l'interdiction de l'abus de droit. Waouh, c'est vraiment un domaine vaste et complexe. On pourrait parler de contrats pendant des heures, mais on a déjà couvert pas mal de terrain aujourd'hui. Right. On a vu les principes de base du droit suisse, le rôle de la Constitution, le fonctionnement du système judiciaire, les différents types de contrats. C'est déjà une bonne base pour comprendre comment le droit s'applique dans notre vie quotidienne. C'est déjà un excellent début. L'important, c'est de prendre conscience que le droit est omniprésent dans nos vies Oui. et qu'il est important de connaître nos droits et nos obligations pour pouvoir nous défendre et faire valoir nos intérêts. Absolument. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, on vous invite à consulter les sources que l'on a utilisées pour préparer cette émission. On vous mettra tous les liens dans la description. En attendant, on vous remercie de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans un autre sujet passionnant. On a exploré un large éventail de contrats, mais il y a un autre aspect essentiel du droit suisse qui mérite notre attention. La responsabilité civile. Oui, C'est un concept qui peut sembler un peu abstrait, oui. mais qui a des applications très concrètes dans notre vie de tous les jours. Absolument, la responsabilité civile, c'est l'obligation de réparer un dommage que l'on a causé à autrui imaginé. Que vous cassiez accidentellement le vase précieux de votre voisin ou que vous provoquiez un accident de la route. Oui. Dans ces situations, vous pourrez être tenu responsable des dommages causés et devoir les réparer financièrement. Donc si je comprends bien la responsabilité civile, ce n'est pas seulement une question de morale, c'est aussi une obligation légale. Exactement. La loi suisse prévoit des règles précises pour déterminer qui est responsable d'un dommage et dans quelle mesure. Pour qu'il y ait responsabilité civile, il faut généralement qu'il y ait une faute. Oui. Un dommage est un lien de causalité entre la faute et le dommage. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait un dommage, il faut aussi qu'il y ait une faute de la part de quelqu'un. Tout à fait. Par exemple, si vous marchez tranquillement dans la rue et qu'une tuile se détache d'un toit pour vous tomber sur la tête, Ah oui. vous êtes victime d'un dommage, mais il n'y a pas nécessairement de faute de la part du propriétaire de l'immeuble. D'accord. Il faudrait prouver qu'il a manqué à son devoir d'entretien pour engager sa responsabilité. Je vois la nuance, mais il existe quand même des situations où on peut être responsable d'un dommage, même si on n'a pas commis de faute. Non, par exemple, si mon chien mord quelqu'un dans la rue. Oui, c'est une exception importante à la règle générale. On parle de responsabilité du fait des choses ou des animaux. Dans ces cas-là, vous êtes responsable des dommages causés par la chose ou l'animal dont vous avez la garde, même si vous n'avez pas commis de faute personnellement. Oui. C'est le cas, par exemple, pour les propriétaires de chiens, les parents pour leurs enfants mineurs ou les employeurs pour leurs employés. Donc si je décide d'adopter un adorable petit chiot, je dois être conscient que je deviens aussi responsable de ces bêtises. Exactement, c'est une responsabilité importante à prendre en compte. Oui. Il faut bien sûr éduquer son chien et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents, mais il faut aussi savoir qu'on peut être tenu de réparer les dommages qu'il pourrait causer à autrui, même si on a tout fait pour l'en empêcher. C'est bon à savoir. Et si je glisse sur une plaque de verglas devant chez mon voisin et que je me casse une jambe, est-ce qu'il est responsable? Là encore, la question de la faute est centrale. D'accord. Il faudrait déterminer si votre voisin a manqué à son obligation d'entretien de son trottoir. Si la loi ou les usages locaux lui imposent de déneiger ou de sabler son trottoir en cas de verglas, et qu'il ne l'a pas fait, il pourrait être tenu responsable de votre accident. Donc la responsabilité civile, c'est un domaine assez complexe avec beaucoup de nuances et de subtilités. Absolument, chaque cas est unique et il faut analyser les faits en détail pour déterminer qui est responsable et dans quelle mesure. C'est pourquoi il est souvent nécessaire de faire appel à un avocat spécialisé en responsabilité civile pour défendre ses droits et faire valoir ses intérêts. D'accord. Merci pour ces éclaircissements et pour conclure notre plongée dans le système juridique suisse. J'aimerais qu'on revienne sur la notion de prescription dont on a parlé brièvement tout à l'heure. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail ce que c'est et pourquoi c'est important? Avec plaisir. La prescription, c'est un mécanisme qui est un droit après l'écoulement d'un certain délai. C'est un peu comme une dette de péremption pour les actions en justice. D'accord.
Si vous attendez trop longtemps pour faire valoir vos droits, vous risquez de les perdre définitivement. Donc si je me rends compte aujourd'hui que j'ai été victime d'une injustice il y a 15 ans, il est trop tard pour demander réparation. Cela dépend de la nature du droit en question et du délai de prescription applicable. Les délais de prescription varient en fonction du type d'action. Par exemple, le délai de prescription pour une action en responsabilité civile est généralement de 10 ans, tandis que le délai de prescription pour une action en paiement d'une dette est de 5 ans. Et si on ne respecte pas ces délais, c'est fini, on ne peut plus rien faire. En principe, oui. Mais il existe des exceptions, notamment en cas d'interruption ou de suspension du délai de prescription. Par exemple, si le responsable du dommage reconnaît sa dette, le délai de prescription est interrompu et recommence à courir à partir de cette reconnaissance de quoi? Même si la victime du dommage est mineure, le délai de prescription est suspendu jusqu'à sa majorité. C'est un système complexe, mais il est important de bien le comprendre pour pouvoir faire valoir ses droits en cas de besoin. Absolument, le droit est partout dans notre vie quotidienne. Même si on ne s'en rend pas toujours compte, comprendre ses principes fondamentaux, c'est se donner les moyens d'agir en citoyen éclairé et responsable. Et c'est justement l'objectif que l'on s'est fixé avec cette exploration du système juridique suisse. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair et de vous sentir un peu plus à l'aise pour naviguer dans les méandres du droit. En effet, le droit suisse peut sembler complexe au premier abord, mais avec un peu d'explication, il devient accessible à tous. N'oubliez pas que la connaissance de vos droits et obligations est essentielle pour vous protéger et défendre vos intérêts. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce deep dive. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations dans le monde fascinant du savoir. D'ici là, n'hésitez pas à approfondir les sujets qui vous intéressent, car, comme on dit, la connaissance est un pouvoir.